Page 126, et l'image est restée ineffaçable dans notre souvenir. Nous gardons précieusement ce portrait beau, jeune, souriant, qui rayonnait de génie et répandait comme une phosphorescence de gloire. Citation de Théophile Gautier, Histoire du romantisme. Il n'y a dans cette page rien qui se puisse qualifier d'exagération. Tel apparaissait aux jeunes gens, aux artistes enthousiastes de 1828, l'auteur d'Hernani et de Marion Delorme, transfiguré à mesure qu'avait grandi son génie. Cette admiration pour l'œuvre et pour l'homme s'est accrue avec les années. Nous donnerons plus loin la preuve anecdotique du respect qu'impose le poète à tous ceux qui lui sont présentés. 50 ans après avoir écrit le portrait qui précède, Théophile Gautier, sur le point de mourir, disait à quelqu'un, imaginant qu'il critiquait un livre du maître, « Si j'avais le malheur de croire qu'un vers de Hugo fût mauvais, je n'oserais pas me l'avouer à moi-même, tout seul, dans la cave, sans chandelle. » Reprenons dans l'ordre de publication la série de l'œuvre lyrique. Aux odes et ballades, dont nous avons parlé, succédèrent les orientales, qui parurent en 1829. Ces poésies pleines de soleil, étincelantes, lumineuses, magnifiquement colorées, marquent ce que l'on peut appeler la seconde manière lyrique de Victor Hugo. C'est une suite de visions des pays de l'Orient, visions qui nous apparaissent avec des images éclatantes, avec une forme belle et pure. Et les mots sonores et harmonieusement disposés par un artiste amoureux de la couleur exaltent les plus généreux sentiments de l'homme, l'amour de la patrie et de l'indépendance, en même temps qu'ils retracent, avec une splendeur inconnue, les superbes spectacles de la nature. Voilà le but de la poésie, et à ceux qui demandaient jadis à quoi bon ces orientales, à quoi rime l'Orient, l'auteur a répondu qu'il n'en savait rien, que c'était une idée qui lui avait pris d'une façon assez ridicule en été, en allant voir coucher le soleil. Les orientales, qui parvinrent en quelques semaines à la 7e édition, furent assez violemment attaquées. Elles n'en demeurent pas moins l'œuvre où Victor Hugo a, pour la première fois, donné libre carrière à son imagination en la maintenant dans la perfection absolue de la forme. Jamais le côté matériel et extérieur des choses, a dit un critique, n'avait été rendu avec autant de relief et de couleur. Jamais la versification française n'avait atteint ce degré de richesse pittoresque, d'harmonie savante, d'ampleur mélodieuse. L'admiration ne saurait manquer à une œuvre aussi puissante, bien qu'on reproche au poète d'avoir peint un Orient imaginaire, l'Orient créé par sa rêverie ardente plutôt que l'Orient réel et historique. Mais à côté des descriptions merveilleuses, que de strophes touchantes. Qui a oublié ces strophes délicieusement tristes? Hélas, que j'en ai vu mourir de jeunes filles. C'est le destin. Il faut une proie au trépas. Il faut que l'herbe tombe en tranchant des faucilles. Il faut que dans le bal, les folâtres quadrilles foulent des roses sous leurs pas. Il faut que l'eau s'épuise à courir les vallées. Il faut que l'éclair brille et brille peu d'instants. Il faut qu'Avril jaloux brûle de ses gelées le beau pommier, trop fier de ses fleurs étoilées, neige odorante du printemps. Les feuilles d'automne qui suivirent les orientales parurent en 1831, à la suite d'une révolution, à un moment politique grave, et cependant elles furent accueillies avec la même faveur, avec un égal enthousiasme. En effet, parce que la terre tremble, ce n'est pas une raison pour que l'art ne marche pas,
pour que se taise la poésie qui s'adresse à l'homme tout entier, qui, à l'adolescent, parle d'amour, au père, de la famille, au vieillard, du passé. Les révolutions, ces glorieux changements d'âge de l'humanité, transforment tout excepté le cœur humain, et il y aura toujours des enfants, des mères, des jeunes filles, des vieillards, des hommes, enfin, qui aimeront, qui se réjouiront, qui souffriront. C'est à eux que va la poésie. Ainsi le poète a pris soin de revendiquer d'une voix ferme les droits sacrés de l'art. Dans les feuilles d'automne, Victor Hugo commence à débarrasser son esprit des croyances étroites de son enfance. Il plane au-dessus des superstitions. À la verte confiance de la première jeunesse, à la croyance ardente, à la virginale prière d'une âme stoïque et chrétienne, à la mystique idolâtrie pour un seul être. Voilés, aux pleurs faciles, ont succédé un sentiment amèrement vrai du néant des choses, un inépuisable adieu à la jeunesse qui s'enfuit, aux grâces enchantées que rien ne répare, la paternité à la place de l'amour, des grâces nouvelles, bruyantes, enfantines, qui courent devant les yeux, mais qui aussi font monter les soucis au front et pencher tristement l'âme paternelle. Un critique de caractère méprisable, mais du jugement duquel on doit parfois tenir compte, a de la sorte qualifié cette œuvre de maturité féconde en se faisant l'honneur d'avoir salué le premier la gloire et le génie. En même temps que changeait la doctrine philosophique, les convictions politiques se métamorphosaient, et quoique décidé pour le moment à se tenir à l'écart des luttes du forum, Victor Hugo, après avoir chanté les femmes et les enfants, fait à la fin des feuilles d'automne une ardente profession de foi.